révolution, c'est celle de Sugata Mitra. Sugata Mitra, c'est le gagnant de du TED Prize. Donc il a gagné, il a les vidéos les plus vues au monde. Je pense que tout le monde ici a vu les vidéos de Sugata Mitra. Et ce que dit Sugata en substance, donc qui a mis évidemment son kiosque dans les rues de New Delhi, puis dans les 3 ou 4 États parmi les plus pauvres de l'Inde, et qui s'est rendu compte qu'il arrivait à apprendre à des enfants qui ne savaient pas lire et pas écrire des concepts qui sont liés à la génétique, et parfois très avancés. Il raconte qu'une fois il se trouve dans une espèce un état très pauvre de l'Inde. Il avait posé son kiosque, donc où il y a un écran, un clavier, une souris, et puis simplement il dit aux enfants, voilà, je vous mets un challenge, est-ce que vous êtes capable de vous intéresser à la réplication de l'ADN? Puis il revient et il y a une petite fille qui a 9 ans qui lui dit, écoute, on n'a rien compris, moi je ne comprends pas, le seul truc que j'ai compris c'est que il y avait des risques très importants de maladie par les erreurs de codage de l'ADN dans les processus de réplication. Ce qui montrait bien qu'elle avait compris les enjeux dont on parlait. Donc il a démontré qu'on est capable de diffuser des savoirs complexes et que le co-apprentissage était fondamental dans le processus du savoir. Et je crois qu'en soi, c'est une sorte de landmark dans l'éducation. On ne peut plus, même si je sais qu'un certain nombre de gens contestent la méthodologie qu'il a utilisée, je pense qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de cette révolution qui est tout à fait fondamentale. Un élément qui me semble très important, c'est pourquoi est-ce qu'il faut considérer ces éléments-là? Parce qu'évidemment, ils introduisent une révolution dans le processus éducatif, qu'on peut massifier l'éducation, etc. Et je crois qu'il y a un paradigme qui est important et qui mérite d'être énoncé, c'est le fait que notre société change de forme. Comme je l'ai dit en préalable, on sort de la deuxième révolution industrielle, on n'y est plus depuis 30 ans, je pense que si nos hommes politiques le comprenaient, ça irait beaucoup mieux, ils ne comprennent pas, et on rentre dans une société qui est beaucoup plus liée à une innovation dont les cycles sont plus courts, où l'innovation de rupture est plus présente, et où le fait de savoir apprendre est beaucoup plus important que de savoir tout court. Et cette révolution, elle est perçue par un certain nombre de pays, je ne crois pas du tout qu'elle soit perçue par le système éducatif français, mais elle est très importante. Les gens qui sont à l'écran, dont je vous parle, ce sont des gens qui ont été dans des systèmes éducatifs alternatifs et qui ne cessent de répéter, de claironner que finalement, cette capacité qu'ils ont à s'intéresser à des systèmes transdisciplinaires a été fondamentale dans la réussite de leur business. Donc Sergey Brin, c'est le fondateur avec Larry Page de Google, Will Wright, c'est le fondateur de la plus grande plateforme de jeux au monde, Jimmy Ward, c'est le fondateur de Wikipédia, Jeff Bezos, c'est le fondateur de Amazon, et ce sont des gens qui ne cessent de répéter, aux États-Unis et ailleurs, que le processus éducatif ne leur convient pas et qui ne convient pas à 20% des gens qui recrutent. C'est-à-dire que les gens qui recrutent dans ces entreprises, pour 20% d'entre eux, ont quitté le système scolaire. D'ailleurs, comme moi j'ai quitté le système scolaire à 14 ans parce que je n'arrivais absolument pas à me débrouiller avec ça. Donc, le fait est que le système éducatif doit prendre en compte qu'on ne doit plus faire des gens qui sont formés dans un système taylorisé pour un mode de fonctionnement de société qui est un mode tayloriste. On est sorti de ça et qu'on doit rentrer dans un processus qui est beaucoup plus alternatif, qui s'adapte au cas par cas, parce qu'il le peut, aux élèves dans le contexte dans lequel ils se situent. Je crois que mon propos, c'est de dire il faut faire en sorte qu'on évite que les universités, que les écoles deviennent les abbayes du XXIe siècle. Lorsque Gutenberg a inventé la presse à imprimer, les abbayes sont devenues des musées en l'espace de 100 ans. En 100 ans, les moines copistes sont devenus totalement dépassés et le savoir s'est décentralisé, emmenant la révolution des Lumières telle qu'on la connaît. On n'a plus pu contrôler le savoir, la distribution du savoir, telle que le faisait l'Église jusqu'à présent, et on a introduit une révolution. On a introduit une révolution de même ampleur
avec le fait qu'on va pouvoir distribuer le savoir de façon gratuite, mais au-delà de ça, que l'on va pouvoir procéder dans un système où on considère que le savoir est disponible, il est accessible, et que ce qui importe, c'est de faire en sorte que les sensibilités et les gens qui sont capables de créer et d'innover, notamment dans des processus de rupture, à partir de ce savoir, puissent disposer des outils cognitifs qui leur permettent de faire ça. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu de demain. Je crois que pour les universités en particulier, c'est l'enjeu de pouvoir comprendre cette dynamique. Personnellement, je pense que les MOOC tels qu'ils existent, tels que vous les connaissez, sont loin d'être des processus aboutis. Moi, je suis allé sur des MOOC, je suis allé sur Coursera, et j'ai trouvé ça très ennuyeux. Et je pense que la dynamique qui doit encore être trouvée, elle a plusieurs dimensions. La première d'entre elles, c'est de pouvoir introduire à tout moment du feedback, de sortir du cours magistral et de faire en sorte qu'on puisse comprendre quel est le processus dans lequel se trouve la personne qui est en train de regarder ce MOOC. Je sais que vous avez évoqué les enjeux du serious gaming. Moi-même, je me suis occupé de plateformes de gaming tout court, et je peux vous dire que celles qui ont le mieux réussi, ce sont celles qui font croire à l'utilisateur, quel que soit son niveau par rapport à la plateforme, qu'il est en train de progresser. Et la courbe de progression dans le domaine du gaming, dans les plateformes notamment nord-américaines qui font fortune dans ce domaine, c'est une courbe de progression où vous éprouvez toujours le même niveau de gravité, c'est-à-dire qu'elle peut être extrêmement rapide, mais vous êtes plus léger et vous vous élevez plus vite, dans certains cas, ou dans d'autres cas, vous êtes un peu plus lourd et vous avez plus de mal à vous élever, mais on vous fait sentir toujours la même courbe de progression, et c'est ce processus qu'il faut qu'on arrive à introduire dans l'éducation aussi. L'autre aspect qui est important, c'est qu'on s'aperçoit, et on le voit d'ailleurs dans plusieurs domaines qui ne sont pas forcément celui de l'éducation, que les gens ont besoin de se voir. Et je crois que c'est là le grand enjeu des universités, c'est d'arriver à recréer des espaces qui ne sont pas forcément des espaces de cours magistraux, mais qui sont des espaces où les gens puissent avoir une vraie interaction, parce que c'est quand même la base, l'origine de la cognition humaine telle qu'on la connaît, c'est l'interaction entre des vrais êtres humains. Et quelle que soit ma conviction que le numérique est en train de changer le monde, je suis bien conscient que cette dimension est absolument irremplaçable. Alors, maintenant, c'est un peu le propos, où est-ce qu'on en est en France? Alors, certains d'entre vous ont dû voir que j'ai fait quelques déclarations assez tonitruantes à l'égard du processus éducatif français. Je voudrais qu'on s'entende bien. Mon propos, c'est absolument pas d'avoir une parole qui soit néo-poujadiste ou soit la provocation uniquement pour être présent dans les journaux. Je crois simplement que parfois, il faut secouer le cocotier, et lorsqu'on considère que les choses ne sont pas à leur juste mesure, il faut le dire, et parfois très abruptement. Moi, je pense que le système éducatif français et les réformes dans le système éducatif sont absolument pas à la mesure de ce qu'elles pourraient être. Et notamment, je vais vous dire des choses qui, de la part de quelqu'un qui milite pour le numérique, vous surprendront peut-être, mais je crois qu'introduire des tablettes dans les écoles est totalement inefficace. Je ne connais pas aujourd'hui une expérimentation où on a pu massivement introduire des tablettes et pouvoir dire ça a fonctionné. Ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence parce que c'est prendre le système par le mauvais bout de la lorgnette. Ce que peuvent faire les tablettes ou ce que peut faire le numérique, ce sont d'autres choses. Je pense en particulier, on peut traiter les problèmes de dyslexie en associant la visualisation du mot avec le fait de l'entendre et de le prononcer. On a démontré qu'il y a des protocoles éducatifs qui permettent de réduire pratiquement d'un facteur 10 les risques de dyslexie, qui sont à peu près à 20%. 20% des enfants souffrent de problèmes de dyslexie parfois qui les mettent en rupture du processus éducatif. Donc voilà des choses sur lesquelles il me semble intéressant de réussir, de s'interroger. L'autre aspect qui est fondamental, je vous l'ai dit, c'est les points de mesure dans l'éducation. Si on mesure le processus éducatif, et je suis pour ma part très très agressif à cet égard, c'est-à-dire je crois qu'on devrait pouvoir aller vers la mesure individuelle de la performance éducative. Je sais que c'est un tabou, je sais qu'on considère que les risques de voir le monde privé s'ingérer là-dedans sont très importants. Je suis désolé, je considère que
les bénéfices sont bien supérieurs aux inconvénients. Je préfère avoir le risque d'avoir des acteurs privés qui potentiellement, et quoi que je n'y crois pas trop, puissent hacker des données et s'intéresser à la sociodémographie de certains enfants, essayer de leur vendre des choses. Je préfère prendre ce risque et pouvoir détecter très tôt, comme on le fait dans certains pays, des enfants qui sont potentiellement en rupture sur la lecture ou sur le calcul, et pouvoir corriger ça parce que j'ai cette donnée, que de ne pas l'avoir au nom de principes pseudo-républicains qui finalement excluent littéralement 20% de la population du système éducatif primaire. Donc ces notions-là, ce sont des notions intéressantes. Et le fait de dire on va faire du numérique parce que ça permet de faire de la com, et c'est un coup d'éclat et ça mérite d'être dénoncé, ni plus ni moins. Et pour ma part, je ne peux pas m'intéresser à ça. Je fais un peu de publicité pour les causes qui m'intéressent. Moi je suis, certains le savent, proche de l'Institut Montaigne, notamment d'une association qui s'appelle Agir pour l'école. Agir pour l'école a créé un protocole éducatif dont le surcoût au sein de l'éducation, un surcoût normal, il y a eu 2 évaluations extrêmement sérieuses de ce processus et de 60 €, ramené à 5 500 € qui est le coût moyen par élève. On voit bien que c'est 1%, donc c'est tout à fait marginal. On a pris des enfants de ZEP, donc qui sont très en dessous de la moyenne nationale, et on les a amenés au-dessus de la moyenne en l'espace de 18 mois. Ce protocole, c'est un protocole qui est fiable et qui peut être répandu à l'ensemble de la population. Et je vous parle de ça, il y a une part de numérique dans ce protocole, mais pas que. Et donc, je crois que ce qui est important, encore une fois, c'est de pouvoir mesurer la performance, la qualifier et faire en sorte que les professeurs puissent entre eux se benchmarker et que ce ne soit pas un dispositif qui serve à punir les plus mauvais, mais à mettre en exergue et à valoriser les meilleurs, ce qui est absolument fondamental. Le National Reading Panel, la réforme du Danemark, la réforme de la Suède ont procédé de cette façon-là, et il me semble que plutôt que d'être dans la pensée magique, si on regardait de façon scientifique dans un processus de recherche et développement éducatif, on arrivera certainement à des réformes beaucoup plus importantes. Voilà, donc je finis juste là-dessus. Pour ma part, je suis en train de lancer Code Academy en France, avec l'idée que c'est un savoir qui est important, mais surtout que c'est un savoir qui aide les enfants à structurer leur pensée. Au même titre que le processus de raisonnement mathématique ou d'autres, savoir coder, ça nécessite d'avoir dans le processus de cognition une capacité d'hiérarchiser les processus, et c'est quelque chose qui est important pour les enfants. Par ailleurs, et la raison pour laquelle je le fais, c'est que moi je suis avant tout un entrepreneur, et il m'est arrivé, au même titre que Xavier Niel, que Marc Simoncini, de tomber dans mes équipes sur des gens qui ne savaient pas écrire, ou très peu, ou qui faisaient des fautes d'orthographe absolument partout, et qui étaient des très bons codeurs, et qui étaient re-rentrés dans le système, généralement parce qu'ils étaient passionnés pour les jeux vidéo, et qu'ils avaient voulu apprendre à coder. Et donc je pense que le fait de pouvoir mettre ces plateformes à disposition participe d'une volonté de créer de la mobilité sociale, et notamment d'aller rechercher les drop-out, les enfants qui ont quitté l'école. Et c'est pour ça que je le fais avec Agir pour l'école, parce que je pense qu'on peut, à relativement large échelle, si je compare avec ce qui se fait au Royaume-Uni, où chaque semaine, il y a 160 000 enfants qui participent à des plateformes de ce type, réussir à ressouder des gens qui ne sont pas forcément bien partis dans la vie. Donc voilà les causes pour lesquelles je me bats, et évidemment je vais continuer à le faire, même si par ailleurs vous l'avez compris, mon principal métier c'est d'être entrepreneur, mais malgré tout je suis tellement passionné par ces sujets que je continue à m'y intéresser. Merci beaucoup.